Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Depuis le coup d'État de juillet 2023, le Niger a bouleversé l'équilibre de sa coopération avec la France dans le secteur de l'uranium. Le gouvernement dirigé par le général Abdourahmane Tiani a décidé en juin 2025 de nationaliser la société des mines de l'Aïr dit Somaïr, exploitée historiquement avec une participation majoritaire du groupe français Orano, soit plus de son 3,4%. Les autorités nigériennes considèrent aujourd'hui que l'uranium qui doit pleinement bénéficier à l'économie du pays, le groupe français qui a intenté une procédure judiciaire souhaite désormais régler l'affaire à l'amiable. Que faut-il comprendre de ce qui se joue autour de l'uranium du Niger? Je reçois pour en parler Didier Noureddin Allo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Le Niger, dans l'affaire de l'uranium, le pays qui revendiquait jusqu'ici la propriété entière de ses ressources stratégiques et considérant qu'il n'a pas tiré meilleur profit de l'exploitation depuis des décennies par une société française. Aujourd'hui, les donnes semblent un peu changer. D'abord, comment est-ce qu'on était arrivé à la rupture entre le Niger et la société française, et comment comprendre aujourd'hui la posture du Niger qui semble saisir la main tendue d'Orano pour un règlement à l'amiable? Alors, replaçons un certain nombre de faits dans leur contexte pour que nos téléspectateurs comprennent très bien de quoi il s'agit. D'abord, le contexte géopolitique. Vous savez qu'il y a eu changement de régime dans les 3 pays de l'AES. Et avant le Niger, il y a déjà eu le Burkina et le Mali et le Burkina. Alors, donc, rappelons rapidement un certain nombre de dates. En juillet 2023, le président Bazoum Mohamed est renversé, ce qui a créé un blocage diplomatique entre la France et les nouvelles autorités qui n'étaient pas encore totalement bien installées. Et la France exploitait, vous l'avez rappelé, depuis des décennies, l'uranium du Niger sans que cela ne profite vraiment très bien à l'économie nigérienne, parce que simplement la France rachetait l'uranium du Niger à un prix, à un taux qui est très très bas par rapport au taux qui est appliqué sur le plan international. Alors, à partir de ce moment, on est très clairement dans un contexte sahélien où on assiste à un pivot anti-occidental vers la Russie et la Chine. En juin 2024, on assiste au retrait du permis d'Imouraren à Orano dans un contexte où le Niger a décidé de nationaliser ses ressources après les sanctions, rappelez-vous, de la CEDEAO. Octobre 2024, le Niger prend le contrôle de la Somaïr, Orano perd les opérations et engage un arbitrage auprès du CIRDI, qui est le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, qui est un centre spécialisé de la Banque mondiale. Donc c'est d'abord à ce niveau que le duel s'est joué. Et puis en juin 2025, on assiste à la nationalisation de la Somaïr dans le contexte de rupture totale avec la France. Rappelez-vous, à l'époque déjà, des soldats français ont été renvoyés. L'ambassadeur I.T. Sylvain, lui aussi, a été renvoyé du Niger. Ainsi donc, les relations à l'époque étaient totalement embrouillées entre les 2 pays. Et puis, c'est dans ce contexte que les autorités ou les administrateurs de la Somaï ont bloqué la mine et sont tout simplement partis, sans chercher à négocier, à écouter les nouvelles autorités, à voir quelles sont les voies et moyens à suivre pour continuer l'exploitation. Rappelons que le Niger n'a pas automatiquement demandé aux responsables de Orano de partir. On leur a tout simplement dit qu'il faut revaloriser le contrat pour que le Niger puisse davantage en bénéficier. Et depuis lors, il y a eu, disons, une sorte de ping-pong diplomatique et juridico-diplomatique autour de ce dossier. Rappelez-vous que le Niger aussi a porté plainte devant les tribunaux
pour accuser donc le Orano de laisser des déchets toxiques et radioactifs sur les sites d'exploitation. Ce qui aujourd'hui attire beaucoup l'attention, surtout, c'est la posture du Niger qui semble aussi favorable à cette main tendue d'Orano pour aller vers des négociations ou des discussions pour régler le contentieux à l'amiable. Comment comprendre cette nouvelle posture? Oui, c'est d'abord le 13 février dernier, lors de son dernier entretien avec la télévision nationale du Niger, que le général Tiani a laissé entendre que le Niger était d'accord pour envoyer donc les 65% de l'uranium des 150 000 tonnes qui étaient produites à la France à Orano, et que le Niger était même disposé à assurer les frais de transport. Une production réalisée avant la nationalisation. Absolument, il s'agit d'une production réalisée avant la nationalisation. Mais ce que le Niger veut dire clairement, c'est qu'à l'époque, puisque Orano est toujours, à l'époque était actionnaire à 63,4% précisément, et donc ça fait donc 95 000 tonnes d'uranium, de yellow cake précisément, qui correspondent à ces pourcentages, et c'est ce pourcentage-là justement que le Niger est prêt à céder à Orano. Et à partir de ce moment, la nouvelle production rentre totalement dans le cadre de la nationalisation. Et automatiquement, le 20 février, Orano semble quand même accepter donc cette proposition et serait même disposé à un règlement amiable de ce conflit. Alors, puisque nous parlons d'un sujet plus économique, mais également politique, peut-on interpréter cette décision du Niger comme un recul politique ou plutôt comme un compromis stratégique destiné à éviter un contentieux peut-être très coûteux, qui reviendrait très coûteux au pays? Non, d'abord, regardons un peu ce que risquerait le Niger si jamais le Niger ne procédait pas à un dégel de la situation. Alors, le CIRDI, je l'ai rappelé, c'est le centre qui est chargé de régler les conflits d'investissement au niveau de la Banque mondiale. D'ailleurs, même les autorités du Niger ne semblent pas reconnaître ce centre qui, pour elles, n'est pas du tout légitime. Mais la Banque mondiale n'a pas un moyen, enfin, ce CIRDI n'a pas un moyen de pression directement sur le Niger. Mais puisque c'est un instrument de la Banque mondiale elle est très très forte. Et elle est capable de manœuvrer dans l'ombre pour faire perdre au Niger des actifs à l'extérieur et procéder également, pas des procédés que vous connaissez bien, et procéder à des saisies donc des biens du Niger à l'extérieur. Donc en clair, voilà un peu ce que risque le Niger dans ce contexte. Mais je pense que le Niger en réalité n'était pas dans une posture dans une posture vindicative ou dans une posture de braquage donc de cet uranium. D'abord, il faut relever que c'est un site qui appartient exclusivement quand même à l'État du Niger et que le Orano est en train d'exploiter selon un contrat qui est dénoncé comme étant déséquilibré et qui ne profite pas du tout au peuple, au Niger, à l'État du Niger. Donc, je pense que à partir de ce moment, le Niger a préféré aller plutôt dans une voie d'apaisement, de désescalade, on peut le dire. Et le Orano également semble accepter cette main tendue. Et donc, on assistera certainement dans les mois à venir peut-être, en tout cas, à des négociations. Et on verra bien si ces négociations vont aboutir sur, effectivement, une continuité du contrat avec Orano. Mais je pense que fondamentalement, l'autre chose qui intéresse le Niger, le gouvernement du président Tiani, c'est effectivement de faire profiter au maximum de cet uranium à son pays. Donc, contrat déséquilibré, revue du contrat qui est plus gagnant-gagnant à l'avantage du Niger. Je crois que c'est la préoccupation première. Si Orano est prête à rentrer dans cette logique, je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce que le Niger ne va pas accepter de continuer ce contrat. Mais l'avenir nous le dira. Et en quoi cette proposition redéfinit-elle, selon vous, la notion de souveraineté économique pour un État comme le Niger, qui est producteur de ressources stratégiques? Oui, c'est-à-dire que le Niger, vu les sanctions qui ont été imposées au Niger après le renversement du président Bazoum, de part et d'autre, Banque mondiale, tout le monde, le Niger avait besoin effectivement d'argent
pour continuer à financer la crise sécuritaire, pour continuer à financer le développement, puisque les portes d'accès sur le marché financier à l'international lui ont été totalement bloquées à l'époque. Donc il fallait trouver des moyens. Et dans ce contexte, il y a quand même un discours qui a émergé, pas seulement au Niger. Il y a une large volonté populaire où les populations exigeaient la souveraineté, pas seulement politique, mais également économique et minière. Donc c'est la voix du peuple que le président Tchani était en train simplement de suivre. Et donc dans ce contexte, il était question que les contrats soient revus, que les contrats soient renégociés. Et malheureusement, c'est Orano qui a commencé, qui a tout simplement bloqué la mine. Mais après le départ de Orano, le Niger a trouvé les moyens de redémarrer la mine. Donc, et justement, le litige concerne justement la production, on l'a rappelé tout à l'heure, qui a été faite pendant que Orano était encore là. Donc je pense que là, on assiste vraiment à ce que je peux appeler une sorte de dégel de la situation. Mais on verra dans les jours à venir comment tout ça va évoluer. Et après des mois de bras de fer, Orano s'est disposé aujourd'hui à négocier avec les autorités nigériennes. Mais pourquoi cette posture que maintenant, est-ce un aveu de faiblesse ou un réalisme économique finalement? Non, c'est les deux ensemble, parce que vous savez que avec la guerre en Ukraine et avec l'attitude de Donald Trump par rapport à l'OTAN, les pays européens ont décidé de prendre en charge davantage leur sécurité. Il faut que ces pays fabriquent des bombes, fabriquent les munitions et des armes pour eux, au lieu de rester tout le temps sous tutelle américaine. Donc à partir de ce moment, la France a plus que jamais besoin de cet uranium du Niger, parce que ce soit pour le nucléaire civil ou du nucléaire militaire, l'uranium est la denrée la plus recherchée aujourd'hui au monde. Et il se trouve que le Niger détient donc cette denrée et beaucoup d'ingénieurs disent que l'uranium nigérien est vraiment d'une excellente qualité. Donc, Orano ne peut pas se permettre tout simplement de perdre cette manne, cette opportunité. Je pense que c'est plutôt la décision d'Orano participe aussi d'une réelle économique qui permettra de voir si qu'est-ce qu'elle peut faire pour continuer à bénéficier de ce contrat. Mais ce qui est sûr est que l'élan souverainiste politique et économique et même minière dans lequel le Niger, la dynamique dans laquelle le Niger se retrouve aujourd'hui, je ne pense pas que les choses seront très très faciles lors des rounds de négociation. Et avant, quand ce changement de ton dans ce dossier, il y avait une procédure judiciaire entamée par donc le groupe français. Mais quelle était la portée juridique de cette affaire? Est-ce que une procédure d'arbitrage international peut véritablement contraindre un État souverain comme le Niger? Non, mais la souveraineté n'exclut pas le respect des engagements et le respect des décisions de justice lorsque ces décisions sont justifiées. Mais au-delà donc de ces plaintes, au-delà de ces rebondissements ou des péripéties judiciaires qu'il y a eu autour de ce dossier, je pense que de part et d'autre, le Niger a besoin de vendre son uranium, a besoin de partenaires qui veulent acheter son uranium, mais ce dont le Niger a surtout besoin, c'est effectivement un partenaire qui achète cet uranium au bon prix. S'il arrive à être d'accord pour racheter l'uranium du Niger à un très bon prix, je ne vois pas pourquoi le Niger ne va pas vendre son uranium ou bien signer un contrat d'exploitation à Orano. Mais je crois que le fait que les pays de l'AES soient aujourd'hui dans une dynamique de souveraineté, cela ne les aveugle pas, cela ne les empêche pas de voir la réalité en face et de savoir quand s'arrêter, quand avancer. Ça, c'est l'appel de la réelle politique. Et je crois que c'est à ce jeu que le Niger est en train de jouer.
Et alors que le Niger diversifie ses partenariats, est-ce que le différend autour de l'uranium nigérien peut affecter l'image du pays auprès des investisseurs étrangers ou au contraire une opportunité pour renforcer son pouvoir de négociation dans le futur? En tout cas, c'est une opportunité extraordinaire et c'est un message que le Niger a lancé aux autres investisseurs. C'est-à-dire que le message du Niger est clair. Nous avons des ressources. Vous voulez les exploiter, nous sommes disposés à vous accorder des permis d'exploitation, mais vous devez respecter. Nous allons veiller que nos intérêts, les intérêts de nos populations, en tout cas de notre budget national, soient respectés. Et nous allons veiller aussi au fait que toutes les mesures sécuritaires autour de l'exploitation des mines soient également respectées. Le Niger dispose d'un code minier. Et ce code minier, le Niger est prêt à l'appliquer. Donc, je crois que ce code minier a été nouvellement révisé et il va falloir que tous les partenaires qui veulent maintenant faire affaire avec le Niger en matière minière s'inscrivent dans ce code. Et toujours dans le souci de diversifier les partenariats, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a effectué un déplacement très remarqué dernièrement donc vers l'Algérie, où il a conclu des accords stratégiques, notamment sur le gazoduc. Et quel lien peut-on faire avec justement cette affaire et dans la vision du dirigeant nigérien de diversifier ses partenariats, notamment sur le continent? Les pays africains, d'abord, il faut le dire, ont une extraordinaire potentialité. Et justement, c'est cette extraordinaire potentialité qui fait que des fois, cela suscite des jalousies et qui fait que les pays occidentaux veulent tout simplement mettre la main sur ces ressources. Donc, l'Algérie aussi regarde ce qui se passe dans l'AES et voit toute cette manne, toute cette richesse minière. Elle ne veut pas se mettre à l'écart de toute cette opportunité. Voilà pourquoi, puisque ça n'a pas fonctionné avec le Mali, entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie trouve maintenant un autre moyen pour réintégrer la zone à travers le Niger. Et donc, je pense que les potentialités que regorgent aujourd'hui tous les pays de l'AES et le Niger, c'est des potentialités qui intéressent tout pays, en tout cas tout géant dans la région comme l'Algérie, qui sait voir les opportunités et qui effectivement s'intéresse à ça. Mais plus globalement, je crois que ce qui est important pour les pays africains, ce n'est pas simplement de signer des contrats, c'est de signer des contrats qui nous arrangent, des contrats qui effectivement vont respecter un certain nombre de canevas. Vous savez qu'aujourd'hui, dans plusieurs codes miniers en Afrique, il est écrit le transfert de la technologie, c'est-à-dire que vous venez, on vous octroie des permis miniers, vous exploitez, mais dans le même temps, vous devez participer à former nos ingénieurs de manière à prendre le contrôle plus tard, lorsque les contrats vont venir à terme. C'est ce que le Niger est en train de faire aujourd'hui avec la raffinerie de Zinder qui raffine du pétrole nigérien, avec la Chine. Et donc, je crois que c'est une nouvelle posture, parce que pas seulement une nouvelle posture pour les pays de l'AES, mais je pense que tous les pays africains doivent entrer désormais dans cette logique, dans cette dynamique. Si les partenariats énergétiques avec l'Algérie a de l'avenir, selon vous, le Niger a également conclu des partenariats avec d'autres pays voisins et qu'on n'a pas vu évoluer dans le temps en raison de différents politiques, notamment avec le Bénin, concernant le pétrole du Niger. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette situation? Non, ce n'est pas que ça n'a pas marché. Le pétrole de la raffinerie de Zinder doit être acheminé pour être jusqu'au port jusqu'à la plateforme de Sémékodji au Bénin, entre Cotonou et Porto-Novo. Donc ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné, le pipeline est en place, le pétrole coule. C'est juste que de temps à autre, il y a de petits malentendus avec le Bénin sur cette question. Mais je pense que quand vous prenez par exemple l'exemple des pays occidentaux et la Russie, bien que ces pays soient en guerre, on peut le dire, avec la Russie, mais le gaz a continué par couler de la Russie jusqu'à
jusqu'en Occident. Donc je pense que c'est des exemples, c'est-à-dire que tout ce qui amène de l'argent à nos États ne doivent pas être à sujet de rupture lorsque, sur le plan diplomatique, il y a des conflits. Je pense que la diplomatie doit faire son travail, mais aussi que tout ce qui est économique doit pouvoir continuer. Pour revenir donc sur l'uranium, est-ce qu'on peut voir dans ces décisions de discuter aujourd'hui et de régler cette affaire à l'amiable un signal adressé à la France ou une volonté d'ouvrir un nouveau type de relation avec le Niger? Non, encore une fois, lorsqu'il y a eu renversement du président Mohamed Bazoum, les autorités du Niger n'ont pas chassé Orano. C'est Orano qui s'est rangé devant son État, enfin devant le gouvernement français, et qui ne voyait pas d'un bon œil le renversement, jusqu'à aujourd'hui, d'un bon œil le renversement du président Bazoum. Et qui a profité parce que, comme je vous l'ai dit, et depuis lors, il y a eu un ardent désir au sein des populations et même des autorités pour revaloriser le potentiel minier du pays. Et c'est justement ça que Orano ne voulait pas entendre et a bloqué la mine et est parti. Donc si aujourd'hui, avec la main tendue du président Tchani, si Orano saisit la balle au bon et trouve une opportunité pour discuter, je pense qu'il ne reste plus qu'au Niger, qu'au gouvernement du Niger et à Orano de s'asseoir autour d'une table de discuter pour voir qu'est-ce qui est faisable. Donc à partir de ce moment, c'est des négociations. Le Niger va dire ses exigences, Orano aussi va essayer de négocier. Donc à terme, on verra quelle est la décision. Si le Niger ne se retrouve pas du tout dans cette discussion, eh bien le Niger va continuer à garder son uranium, à chercher d'autres partenaires. Tout simplement. Et si un accord est trouvé avec Orano, à quoi pourrait ressembler donc un nouveau modèle de partenariat minier avec le Niger et quelles leçons pour les autres pays africains également qui doivent renégocier des partenariats sur l'exploitation de leurs ressources? Il y a une chose qui est assez remarquable. C'est qu'il y a beaucoup d'observateurs qui ont l'habitude de qualifier les pays de l'AES de pays isolés. Parce que justement ces pays ont entamé une certaine rupture, quelquefois brutale, avec la France. Mais vous voyez bien que l'attitude du général Tchani prouve à suffisance que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de s'isoler. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un, tout ce que le général Tchani est en train de dire, c'est ne piétinez pas mon pays. C'est-à-dire que nous avons des ressources, nous avons des préoccupations sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, etc. Et donc, tous les partenaires qui savent entrer dans ce schéma feront affaire avec le Niger et même les pays de l'AES. Donc, je crois que la chose la plus normale pour un dirigeant, c'est de sauvegarder les intérêts de son pays, les intérêts de son peuple. Et je crois que c'est ce que le général Tchani est en train de faire avec des méthodes au départ qui sont un peu brutales, ça c'est vrai, il faut le dire, mais la brutalité, elle ne vient pas directement du Niger. Donc dans ce cas, les responsabilités sont partagées. Je crois que c'est un extraordinaire exemple pour beaucoup d'autres pays africains qui entretiennent encore des relations quelque peu complexées avec le colonisateur. Donc, pour ce que doivent demander les dirigeants, c'est un audit de tous les contrats miniers pour voir s'il y en a qui ne profitent pas en vrai au peuple, au pays, il faut les renégocier, tout simplement. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les résultats notables en matière de diversification des partenariats vis-à-vis du Niger? Comment aujourd'hui se porte économiquement, même sur le plan de développement, le pays depuis l'adoption de cette politique de diversification? Oui, mais la politique de diversification, il faut un peu de temps pour évaluer tout ceci. Ce qui est sûr, c'est la voie à suivre. Parce que lorsque vous n'avez qu'un seul partenaire, économiquement, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que ce partenaire peut décider de partir à tout moment. Alors que si vous en avez plusieurs, vous avez la possibilité
dans le cas, selon les possibilités qui s'offrent à vous, de résilier ou de faire venir d'autres partenaires ou d'exiger des choses, surtout quand les ressources vous appartiennent. Donc à partir de ce moment, je pense que la posture du Niger est globalement les pays de l'AES, parce que n'oubliez pas que c'est des pays qui veulent, qui veulent faire une monnaie et qui ont pris sur eux la création d'une grande banque internationale avec un très fort capital. Donc, cette banque, elle sera basée sur les ressources minières, les potentialités minières de ces pays-là, notamment l'or par exemple. Donc, à partir de ce moment, je crois que la posture de ces pays-là, c'est la rigidité sur certains principes et l'ouverture, évidemment, sur les partenaires qui veulent adopter les nouveaux codes miniers qui sont en vigueur dans ces pays-là. L'AES donc a amorcé l'an 2 de la Confédération, mais quelles sont les attentes encore aujourd'hui des populations vis-à-vis de leurs dirigeants? Non, c'est clair. Sur la durée, c'est l'économie qui compte. Donc, il va falloir travailler encore davantage, beaucoup plus sur les questions de développement, les questions du rehaussement du panier de la ménagère, parce que c'est vraiment sur ces points et sur le point sécuritaire que les populations s'impatientent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les populations comprennent très bien les enjeux et comprennent la démarche des autorités qui les dirigent. Donc, et vous voyez aujourd'hui, ces trois pays consacrent d'énormes parts de leur budget à la sécurité. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Trouver de nouvelles ressources et investir dans la sécurité de manière permanente avec toutes les pressions qui suivent et en même temps s'occuper du développement. C'est un jeu d'équilibrage qui est très difficile et qui nécessite du temps. Et pour conclure, après de longs mois de bras de fer, Orano décide donc de faire profil bas. Pour le Niger, c'est une opportunité donc de renégocier ce partenariat. Oui, bien sûr, c'est une opportunité pour les deux parties. Et le président Tiani a tendu une main, a tendu une perche. Orano s'est dit prête à négocier, à trouver un règlement amiable. Eh bien, on va assister dans les semaines, voire les jours à venir. Mais à quoi faudrait-il faire attention dans ce nouveau round de discussion? La principale préoccupation du Niger, c'est d'obtenir un contrat qui arrange le budget national. C'est-à-dire un contrat. Au moins arriver à négocier un prix du kilo de l'uranium tel que ça se vend à l'international. Parce qu'à l'international, vous avez jusqu'à 100 000 francs le kilo de l'uranium, alors que Orano n'achète ça qu'à 45 000 francs. Donc c'est très bas. Merci Noureddine Diallo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.